Bonjour et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel format de vidéo qui va s'appeler le vrai du faux de l'histoire. En fait, si vous avez suivi mes réseaux sociaux sur Twitter, j'ai posté une photo de ce livre que j'ai acheté qui est très intéressant, je vous le recommande. Il parle des histoires que l'on pense vraies et en fait pas tout à fait. C'est un peu différent de la réalité. Bien sûr, pour faire cette vidéo, je vais m'appuyer sur ce livre. Je mettrai en description tout ce qu'il faut savoir pour avoir ce livre et donc ces informations. Du coup, on va commencer par la première histoire qui est sur l'évolution de l'homme. On se pose tous la même question, c'est est-ce que l'homme descend du singe, donc est-ce que, par exemple, l'orang-outan, le gorille ou le chimpanzé est notre arrière-arrière-arrière-grand-père? Mais en fait, ça c'est faux. Pour simplifier la chose, en fait, le singe est un peu égal à notre cousin et donc différent de notre grand-père ou de notre père. Même si on case l'homme dans des grands blocs, chimpanzé, du singe ou même du règne animal, bien sûr l'homme en fait partie, mais il n'est pas non plus la descendance directe du chimpanzé ou du singe en général. En fait, cette idée nous vient de Charles Darwin, qui était un biologiste très en avance sur son temps, au 19e siècle. En fait, cette idée nous vient d'un livre qu'il a écrit en 1859 qui nous explique un petit peu que dans le règne animal, beaucoup d'individus vont naître. Et bien sûr, à force de se côtoyer, il va y avoir des conflits entre les différentes espèces, qu'elles soient physiques, par exemple entre un lion et une panthère, par exemple, c'est une idée qui me passe par la tête, ou alors d'une conquête de territoire comme des guerres mondiales entre les humains, ou des conflits autres que ce que j'ai expliqué. Cependant, il explique que dans la vie de l'individu ou dans la vie en général, sur une plus longue période, en fait, va offrir un certain nombre de capacités ou un certain nombre d'avantages que pourrait avoir une espèce en particulier qui lui donnerait donc l'avantage sur une autre espèce et bien sûr qui viendrait à faire éteindre l'autre espèce pour que sa propre espèce puisse vivre en harmonie ou vivre au moins avec les meilleures chances de survie. Donc il théorise ça et va appeler ça une sélection naturelle puisque à un moment fixe ou précis de l'histoire, cette espèce aura un avantage sur d'autres espèces. Bien sûr, il faut remettre ça dans le contexte du 19e siècle et que l'éducation n'est pas égale pour tout le monde. Pour que tout le monde puisse essayer de comprendre à sa manière ce qu'expliquait Charles Darwin, on l'a vulgarisé. Et en fait, en le vulgarisant, on l'a un peu rendu fausse. Du coup, cette idée fausse, c'était que les différents animaux du règne animal s'élèvent jusqu'au rang de l'humain. Donc au fil des périodes et aux découvertes archéologiques sur le genre humain, en fait, on voit apparaître une idée du chez nous manquant, qui est encore aujourd'hui bien implantée dans notre société. Mais quand on y pense, cette idée n'est pas si absurde que ça, puisque Charles Darwin explique, et donc au fil des vulgarisations, va faire comprendre que les espèces, quelles qu'elles soient, essaient quand même d'arriver au niveau de l'homme qui est actuel. Donc un développement assez élevé. Donc entre le gorille, le singe et l'homme, il y a un petit espace qui est donc le chaînon manquant. Cette idée va jusqu'à un point culminant en 1912 lorsqu'un faussaire, donc une personne qui écrit un faux, quelque chose de faux tout simplement, va en fait assembler un squelette d'orang-outan et un squelette d'humain et faire croire à la communauté scientifique britannique qu'il a découvert le chaînon manquant. Il s'appellera l'homme de Piltdown, du nom de la ville où il a été découvert. Il faut dire aussi que la communauté scientifique était un petit peu naïve, du coup il a réussi à la duper. Et en fait, il faut savoir aussi que les Britanniques en 1912 croyaient en une certaine supériorité au vu des autres nations qui l'entouraient, comme la France, l'Allemagne. Et du coup, il envoie une fierté nationale. Même si en France et en Allemagne, on a découvert l'homme de Néandertal et l'homme Cro-Magnon, en fait, ces informations ne sont pas mises à jour en Grande-Bretagne. Du coup, on n'a pas l'homme de Néandertal ni l'homme de Cro-Magnon, on n'a que l'homme de Piltdown pour expliquer la différence entre le singe et l'humain. Bien sûr, au fil du temps, la communauté scientifique internationale va commencer à créer ce qu'on appelle un arbre généalogique, donc pour pouvoir recenser toutes les espèces jusqu'à l'humain, même les mammifères, les animaux en général, etc. Et
Et du coup, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui colle pas avec l'homme de Piltdown. Et en 1950, une nouvelle technique qui s'appelle la datation en carbone 14 va trancher et va dire que c'était complètement faux, que cet homme de Piltdown était une supercherie. Faut dire aussi que l'homme et le singe sont pas si éloignés que ça, puisqu'on représente à peu près entre 90 et 95% de l'anatomie du singe, ce qui est énorme. Du coup, ils se sont mis sur une idée bien plus simple et compréhensible, c'est que il y a 13 millions d'années, on avait un ancêtre commun avec la lignée des singes. À la différence de la lignée de l'avancement dans la période du singe, la lignée humaine c'est un peu le bordel, c'est un peu une sorte de buisson pour arriver jusqu'à l'Homo sapiens qui est nous actuellement. Donc pour conclure, en fait on n'est pas si éloigné que ça du singe, c'est juste qu'au début on s'est juste trompé de lien de parenté. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à mettre un pouce bleu, à exploser les pouces bleus sur la barre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.